Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue au Musée national d'ethnographie et d'histoire naturelle de Chisinau, capitale de la République de Moldavie, où je suis ravi de vous retrouver pour l'émission Le Micro du Soir, une émission tout à fait spéciale. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une habituée de notre programme, la philologue Karolina Dodusavka et la journaliste Nata Albot. Karolina Dodusavka est docteur en lettres, maître de conférences à la chaire de philologie romane de l'Université pédagogique d'État Ion Creanga à Chisinau. Ses sujets de recherche portent entre autres sur les études littéraires et interculturelles, l'identité et la diplomatie culturelle. Elle est également membre de plusieurs comités de rédaction de revues scientifiques et de commissions d'évaluation académique. Nata Albot est journaliste, blogueuse, activiste, ancienne productrice de télévision et manager média. Elle a également organisé divers festivals. En 2013, elle est partie vivre au Canada quelques années, accompagnée de son mari et ancien collègue au Journal TV, Andrei Bolokan. Sans oublier de mentionner, pourquoi pas, qu'en 2010, Nata Albot a été désignée femme de l'année par la revue VIP Magazine. Karolina Dodusavka, Nata Albot, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bonsoir. Et c'est un plaisir de vous avoir toutes les deux, j'en suis ravi. Alors, si vous le voulez bien, je commencerai cet échange par vous, Karolina Dodusavka. Vous êtes philologue, mais je sais que dans nos précédents entretiens, nous avons pu parler de la société moldave, de la politique, etc. C'est ce qui m'intéresse éventuellement aujourd'hui, en tout cas au début, suite aux élections de septembre dernier, qui ont vu la victoire du camp pro-européen en Moldavie. Vous m'avez confié, et on va le révéler à nos auditrices et auditeurs, que vous vous sentiez, je vous cite, extrêmement heureuse et optimiste. Vous m'avez autorisé à donner en on ce off the record. Comment vos sentiments vis-à-vis de la situation politique évoluent-ils aujourd'hui? Ah bon, merci pour cette invitation et merci pour cette question. Oui, c'est vrai, il y avait un enthousiasme et je voudrais même nuancer, parce que je me rappelle très bien cet état d'âme, d'esprit. C'était un optimisme historique, puisque c'était un état collectif. Au moins, mon réseau et ma famille et mes collègues, tout le monde en était tellement enthousiaste. Maintenant, je garde le même enthousiasme, mais déjà, c'est plus vigilant parce que c'est plus responsabilisant. La vague, donc, elle est passée et maintenant, il faut agir, il faut construire, il faut réaliser cet ancrage européen. Mais le fait d'avoir cette couleur verte que la société moldave, la bonne partie de la société moldave attendait, c'est déjà un signal très fort. Un signe de solidarité et que les portes de l'Union européenne sont ouvertes. Et c'était la réponse que la société moldave regarde l'Europe depuis Chisinau, depuis la capitale, comme une destination importante et comme un partenaire. Et déjà, je dis, c'est un enthousiasme qui se complexifie d'un jour à l'autre, puisqu'il faut quand même tenir compte de toutes les autres tensions qui se produisent. Un enthousiasme lucide maintenant. Hein, oui, voilà. lucide, voilà. Raisonnable et pragmatique. D'accord. Je vous pose la même question, Nata Albot. Comment vous vous sentez politiquement, de façon générale, par rapport à ce qui vient se passer? Bon, pour nous, les journalistes, il faut toujours faire préciser que nos options personnelles, elles restent à la maison. Et notre vision sur les événements, ils doivent avoir une distance et être objectifs. Donc, comme une personne, ouais. Comme une personne, à la maison, on a célébré. On attend depuis longtemps les jours que se passent maintenant en Moldavie, depuis trentaine d'années peut-être.
Mais comme Surtout journaliste, face à un contexte géopolitique loin d'être évident. oui. Mais comme journaliste, moi, je préférerais à rester critique et dire que nous avons des espoirs très grands, très grands. Peut-être que c'est une faute, parce que nous n'avons pas une compétition politique authentique sur le vecteur pro-européen. À cause de cette situation, on ne peut pas toujours être vraiment critique avec les gens qui sont au gouvernement. Et c'est à cause du fait que si je dis quelque chose immédiatement, les autres forces vont couper mes idées, mes options. Vous sentez face à un dilemme un peu, non? C'est un dilemme, parce que moi, je veux être critique et j'ai beaucoup de raisons d'être critique. On parle de la mouvance pro-européenne. Absolument. Même, voilà. Et il faut toujours garder l'esprit critique. Mais moi, j'attends beaucoup le temps quand nous allons avoir une compétition, une vraie compétition authentique pro-européenne. Et j'espère que je vais devenir plus ouvert sur mes options et sur mes visions concernant la situation actuelle. D'accord. Karolina Dodusavka, lors encore une fois d'un précédent entretien, vous me disiez que la République de Moldavie vivait dans une continuelle schizophrénie entre l'Est et l'Ouest. Suite aux événements politiques récents, est-ce que vous diriez que cette schizophrénie est en train de s'atténuer? Oui, visiblement, ça se réduit petit à petit, mais puisque cette schizophrénie, elle est toujours présente, elle reste là, étant donné le contexte, tous les conflits, l'histoire, les traumatismes. Donc, nous avons dans notre passé récent encore des tensions, des frictions politiques, ethnoculturelles. Au sein des familles, même peut-être. Oui, au sein des familles aussi. Mais ça s'accentue devant les urnes, pendant les périodes pré- et post-électorales et pendant la période électorale aussi. Et pas vraiment au quotidien. Vous ne ressentez pas, au quotidien, si. Ouais. Mais ça dépend de la famille parce que, pour vous donner un exemple, à titre d'exemple, s'il y a des familles qui ont des personnes qui travaillent, qui œuvrent au noir, bon, auparavant, il y avait un membre de la famille qui œuvrait au noir dans la Fédération russe et l'autre dans un pays européen. Là-bas, je crois que ça pourrait se ressentir au sein d'une famille. Sinon, ça peut se ressentir dans l'espace multimédia, média, parce que vous savez que là, tout le monde prend la liberté d'expression comme une obligation et tout le monde passe là-bas des messages qui parfois sont quelle étiquette exagérée, ça c'est sûr, mais parfois qui sont manipulés. Eux-mêmes, ils peuvent être manipulés. Celui qui poste un message déplacé, c'est-à-dire, il est tellement ambigu et vaste à la fois, puisque cette schizophrénie, elle restera malheureusement, parce qu'elle fait partie, elle est comme une composante de notre identité au niveau national et culturel. Et ce vecteur pro-européen et pro-russe, les deux vecteurs, ou plutôt je dirais le vecteur européen, pro-européen, et le facteur russe, parce que ceux qui sont en faveur des options pro-russes ne le sont pas vraiment. Ce sont plutôt les victimes du facteur russe. Ce sont les victimes, donc les esclaves d'une idéologie, ceux qui ne sont pas informés, ceux qui passent leur journée devant un écran et ceux qui avalent l'information sans la filtrer. Je crois que maintenant, il y a une bipolarisation de la société, mais ça, c'est déjà sur la dimension économique, puisqu'il y a un certain mécontentement social. Il y a le coût de la vie qui monte petit à petit. Et ce mécontentement social pourrait être néfaste pour la direction européenne.
Et c'est, pardon, excusez-moi, je vous coupe, Carolina, et Natalbot, vous diriez que c'est précisément là qu'il y a des efforts à faire sur l'aspect économique et social, où le gouvernement actuel, après avoir beaucoup joué, entre guillemets, l'argument géopolitique, maintenant doit véritablement se mettre au travail pour qu'économiquement et socialement, les choses aillent mieux. Mais il ne faut pas découvrir le monde pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire à Moldavie. Il faut améliorer la situation économique. Quand les gens vont avoir une meilleure vie, ils vont se préoccuper des autres sujets. Pour le moment, on est vulnérable. Et les plus vulnérables sont les gens qui sont dans les régions rurales, qui sont affectés plus de la pauvreté. Donc, ils sont plus faciles d'être racolés pour devenir partie des réseaux de désinformation, de corruption, de fraude électorale. Donc, je crois que les gouvernements, je ne parle pas juste concernant le gouvernement actuel, mais tous les gouvernements, ils ne se sont pas occupés des régions qui sont très affectées de désinformation. Je parle de Gagaouzie. Je parle du nord de la Moldavie et je parle de la région transnistrienne parce que là-bas, il n'y a aucune source d'information libre et objective. Donc, les gens là-bas, s'ils restent juste avec l'information qu'ils reçoivent du gouvernement séparatiste, ils sont vraiment affectés de tout ce qu'ils entendent et ils entendent chaque jour que le gouvernement de Chisinau est un ennemi d'État, qui est un attaqueur, qui les attaque et qui est responsable de la situation qui est maintenant dans la région transnistrienne. Donc, il faut vraiment s'occuper de cette région pour améliorer un peu le résultat électoral et la cohésion dans la société. Et pour que ces deux régions se rendent compte que intégrer l'Union européenne, ça veut dire aussi quand même beaucoup de bénéfices et une amélioration de la vie au quotidien. Ça, je pense que ça peut être un argument très, très convaincant. Précisément il y a deux sujets, là je fais une analogie avec la Roumanie, deux sujets qui font qu'en Roumanie, il y a toujours moins, mais il y a toujours beaucoup d'émigration. C'est notamment les jeunes couples qui ont un enfant et avec qui j'ai pu discuter. Ils me disent, on est bien en Roumanie, mais il y a deux choses qui font qu'on va devoir partir. C'est l'éducation et la santé. Et ils partent un peu malgré eux parce qu'ils ont une bonne situation, mais ils ont quelque part un peu peur. C'est un petit peu moins vrai, je dirais, qu'il y a quelques années, mais ça reste quand même l'éducation et la santé. Et donc je rejoins ce que vous dites, restent deux piliers qui doivent absolument être développés. Et est-ce que c'est aussi le cas en Moldavie? Est-ce que vous diriez que la santé et l'éducation, ce sont, d'après vous, deux choses qui doivent être particulièrement protégées et améliorées? Oui, et la réponse, elle est courte, elle est évidente, oui. C'est vrai. Ce que j'ai observé au niveau de la diplomatie de plusieurs gouvernements, mais surtout de l'ambassade de France, j'ai vu que dans leur plan stratégique des priorités, le développement de ce secteur de la santé, des équipements médicaux, tout ça, c'est sur leur liste et il y a quelques pas qu'ils ont déjà pris et ont fait. Mais ça, c'est sûr, l'éducation, il y a toujours donc le développement continu des équipements, des sources, des ressources, de la formation, du potentiel. Le savoir, oui. Oui, mais de la ressource humaine aussi, puisque donc, ça dépend encore quel est l'âge de ces cadres didactiques, quelle est leur formation.
qu'est-ce qu'ils disent voilà, quand ils sont devant un public jeune. Ça, c'est aussi important. Peut-être ce n'est pas si évident d'un coup quand on regarde le système. Le système, il y a beaucoup de précarité, ça c'est sûr. Mais puis, la formation des cadres, c'est ce qui a été beaucoup négligé. Et maintenant, avant l'interview, on parlait de l'accréditation des programmes de premier et deuxième niveau de licence et master. Et on parle de la qualité des programmes, mais là, il faut investir dans la ressource humaine qui n'a pas été formée. Et moi, je dirais qu'on a besoin des formations européennes. C'est pour le développement continu. Et côté santé, ça c'est sûr, les équipements qui peuvent nous aider parce que la ressource humaine, il y a un exode. Vous parlez de la Roumanie, donc les cadres du système médical qui quittent la Roumanie pour l'Europe. Et en Europe, ça se passe puisque l'exode va vers les États-Unis. Chez nous, c'est vers la Roumanie. Où déjà, oui, il y a des cadres médicaux, donc des médecins qui ou qui font les navettes ou qui partent pour continuer leur travail en Roumanie. Voilà. Donc Talbot, également, vous êtes d'accord sur ces deux piliers? Concernant l'éducation, premièrement, moi, je suis l'activité de notre ministre actuel de l'Éducation et moi, je suis vraiment contente des choses qui se passent. Je crois que c'est le meilleur ministre d'éducation qu'on a jamais eu dans Perchon. C'est vrai. Donc, et ce que je peux dire certainement est qu'en 2013, quand j'ai décidé d'émigrer au Canada, j'avais 34 ans, j'avais 2 enfants, j'étais séparée et j'ai décidé de faire des études au Canada. Maintenant, je peux dire après 10 ans que la meilleure éducation que quelqu'un aujourd'hui peut recevoir en Moldavie est dehors. À mon avis, parce que moi, j'ai reçu des études. Je peux comparer. J'ai mis des études ici et je sais qu'est-ce que j'ai reçu de mes études là-bas. Et je crois que l'immigration, pour les Moldaves, est la meilleure école. Parce qu'après l'immigration... Et avant de revenir? Oui. Comme vous? Oui, parce que l'immigration change beaucoup la mentalité. La mentalité. Et les gens qui décident de revenir à la maison, ils sont différents, totalement différents de ceux qui ont émigré avant. L'expérience de la vie qu'ils voient là-bas, comment la loi est utilisée, comment les gens payent leurs taxes, comment les systèmes concernant la corruption, la bureaucratie, ils peuvent voir toutes les choses et après ils décident que, écoute, ça marche là-bas. Si ça marche là-bas, ça peut marcher à Moldavie. Donc on peut changer ça. C'est ça qui me regarde, c'est ça que j'ai décidé. J'ai vu comment les choses marchent dans une autre société. Donc ils ne sont pas super humans. Oui, oui. Ils ont fait ça, donc on peut faire ça aussi. Et donc ces jeunes, quand vous les voyez, les jeunes Moldaves aujourd'hui, c'est la première opportunité à l'étranger, on part pour éventuellement mieux revenir. Alors je vais faire encore, si vous me permettez, une analogie avec la Roumanie. Moi je me rappelle en Roumanie, il y a une vingtaine d'années, c'était n'importe quelle opportunité pour partir, mais c'est partir et éventuellement revenir, mais c'était de toute façon partir. Aujourd'hui, en 2025, de ce que je vois, encore une fois, dans le microcosme bucarestois, c'est que ces jeunes partent, mais se rendent compte que on peut faire des choses. Il y a des choses à faire en Roumanie. Il y a quand même, malgré tout, voilà, un système qui fonctionne. Enfin, il y a des choses. On peut se loger plus facilement. On peut devenir propriétaire plus facilement. C'est de plus en plus difficile en Europe de l'Ouest. Donc, je vois des jeunes professionnels, trentaine, quarantaine, qui décident de fonder une famille, qui pourraient vivre ailleurs, rester au Canada ou ailleurs, mais qui décident de... Donc ça, ça me rend optimiste pour la Moldavie d'un côté. Et d'un autre côté, est-ce qu'en Moldavie, pour la Roumanie, j'ai dit pour la Roumanie, pour la Moldavie, est-ce qu'on peut s'attendre à une jeunesse qui tient à son pays, qui l'aime et qui, s'il part, si cette jeunesse part, elle va revenir? Quel est votre sentiment, vous qui connaissez bien ces jeunes, Carolina, avec qui vous travaillez tous les jours?
Bon, Pour l'instant, on n'est pas encore dans cette étape. Non, C'est un sujet sensible pour nous, les jeunes. C'est très sensible, surtout que je suis en contact direct et je leur parle et ils me parlent. Mais quand vous dites que je le connais bien, oui, c'est vrai, mais quand on a l'impression de connaître quelqu'un, même les partenaires de vie ou les personnes qu'on rencontre beaucoup de fois ou continuellement, à la fois, on a l'impression qu'on ne connaît pas encore que peu de choses. Et en les connaissant, maintenant, j'ai peur de vous donner une réponse. Mais pas peur, mais je pense qu'il y a des catégories d'étudiants qui sont très enthousiastes, ouverts, qui sont pro-européens, qui comprennent que l'avenir est dans tous les standards de vie, de qualité et d'enseignement et des loisirs européens ou à la façon européenne. Et il y a une autre catégorie qui ne sont pas encore, qui n'ont pas pris une décision, qui écoutent encore des chansons russes, pour vous dire, parce que je vois qui regardent des films, parce que ça se passe à travers la consommation du visuel, des cinémas, et qui suivent des personnes comme ou s'il y avait des figures deux publiques. jeunesse Oui, oui. quelque part. Ah oui, oui, d'accord. et ce qui me fait penser, et je me pose la question, mais pourquoi ils choisissent encore bien? Il y a des personnes qui parlent donc de langue russe, et c'est pour cela qu'ils font le choix, parce que ça se passe automatiquement, c'est leur choix. Mais ceux qui parlent roumain, mais qui ont encore des parents ou grands-parents qui, je crois que c'est à eux de les éduquer, mais ça ne se passe pas. Et alors, je crois que là, il faut travailler avec cette catégorie d'étudiants. Et il y a une troisième catégorie qui, je ne sais pas comment je n'ai pas pensé à ça vraiment, ouais. Mais je dis maintenant, ouais. Qui, on a l'impression qu'ils sont tellement démotivés par tout, mais je crois que ça, c'est la catégorie qu'on peut retrouver. Et ici, il y a à New York et à New Delhi et partout. Un désenchantement. Oui, désenchanté. La génération comme la Beat Generation, c'est désenchanté, démotivé, désintéressé. Et voilà, ce mélange, cette hétérogénéité, ça pourrait apporter finalement, un cadre de, oui, un cadre de dialogue. Mais oui, je suis d'accord avec Nata que la meilleure éducation, malheureusement, elle se fait à l'extérieur. Mais ce qu'on fait ici, bon, si on parle du système, je suis d'accord. Mais si on parle de certains cadres, la salle de cours d'un certain prof, je crois qu'il y a des profs qui participent au congrès, dans des missions linguistiques internationales. Et là, quand on parle à la tribune, on est assez compétitif, ça va. C'est-à-dire, c'est le système, l'équipement, on est à découvert. Donc, on reste démunis d'un côté, mais on fait face à des conditions très précaires. Et c'est-à-dire, je me pose encore la question, et s'il y avait le même cadre en France ou aux États-Unis, avec les conditions, toutes les conditions, quel serait le résultat donc dans ce cas-ci? Alors, Nathalie Albon, on peut espérer, étant donné que là, c'est un facteur important, la Moldavie est un pays petit, donc c'est peut-être plus facile à gérer. On peut espérer que le développement et la maturité politique, sociale et économique du pays, si les choses continuent à être stables, ça peut aller. Surtout que je crois que les Moldaves, vous êtes des gens très déterminés, d'après ce que certains Roumains me disent. Et on peut espérer un avenir plutôt radieux. Le terme est peut-être exagéré, mais on peut être relativement positif. Parler de l'optimisme. Et je crois qu'en Moldavie, on ne parle pas suffisamment de l'optimisme. On parle de nos problèmes,
On parle de la démographie, de l'économie, de corruption. Chaque jour, le mur de nos réseaux sociaux est plein de problèmes. Mais je crois que c'est l'obligation du gouvernement d'avoir une vision sur l'état moral de la société. Parce que tu peux faire beaucoup de réformes, mais si tu ne t'occupes pas de l'optimisme de la société, tu ne vas pas avoir la force nécessaire pour implémenter les réformes. Parce que les réformes sans les gens, elles ne sont pas possibles. C'est vrai qu'on n'y pense pas suffisamment à ça, à l'état il ne faut pas juste parler, il faut s'occuper chaque jour de l'état moral de la société. Parce que la puissance des nouvelles qui ont un aspect négatif, c'est plus destructif que des nouvelles positives. Tout le monde connaît ça. Mais il y a trop de nouvelles négatives. Trop. Il faut s'occuper de ce que les gens pensent concernant les élections locales, les élections parlementaires. Il nous reste 3 ans jusqu'aux élections présidentielles et moi, je suis très inquiétée. Très, très inquiétée. Il faut plus parler sur les sujets visionnaires. OK, aujourd'hui, on a fait on a eu les élections. La direction pro-européenne a gagné. Mais qu'est-ce qu'on fait en 3 ans? Qu'est-ce qu'on fait en 5 ans? On ne parle pas du tout dans notre société. On n'a pas de discussion visionnaire. Où on veut arriver? Qu'est-ce qui se passe avec nous? Comment on garde les jeunes à la maison? Parce que c'est à eux de faire l'intégration, si on veut, cette intégration. J'espère qu'un jour, je vais voir le temps quand mon pays va être partie de l'Union européenne. Mais je crois que mes enfants, ou peut-être grands-enfants, vont profiter de ça. Oui. Et comme vous le savez, vous-même, Nathalie Bott, malheureusement, les réseaux sociaux sont surtout nourris à cause d'algorithmes, de certains algorithmes, de mauvaises nouvelles plutôt que de bonnes nouvelles. Mais espérons que, en tout cas, c'est un message qu'il est bon de lancer et je vous en remercie. On va doucement se diriger vers la fin de cet entretien avec un sujet un petit peu plus léger. Moi, ça fait plusieurs fois que je viens à Chisinau et là, ces derniers temps, je suis venu en novembre dernier, il faisait beau. Et là, je dirais que c'est un message aux auditrices, auditeurs roumains notamment. J'ai pas mal de connaissances en Roumanie qui voyagent beaucoup. Ils ne sont jamais allés à Chisinau. Ils sont allés partout, sauf à Chisinau. Et alors, je ne voudrais pas que vous connaissiez une invasion de Roumains, mais je trouve tellement dommage que, ne serait-ce que cette ville, moi je connais peu le reste du pays, mais Chisinau, vous avez un centre-ville absolument adorable. Et ma question, c'est la suivante. Comment vous vivez cette ville? On va mettre de côté les embouteillages, parce que comme à Bucarest, bon. Mais je trouve que c'est une ville vraiment agréable. Carolina, qu'est-ce que vous aimez? Comment vous aimez votre Chisinau? Et bon, qu'est-ce que vous aimez moins? Mais s'il vous plaît, mettons de côté les embouteillages. Mais d'abord, comme Nathalie le disait, message positif. Parlez-nous du Chisinau que vous aimez. Bon, je l'aime tel quel. Et on fait bon mariage. Si je vous donne une réponse avec ma casquette d'universitaire, je disais que ici, ce sont mes étudiants, mon travail. On fait des trajets entre différentes institutions, que ce soit l'Université pédagogique de Réunion, CRANG ou Alliance française, ou encore d'autres universités. Et oui, vous avez dit de ne pas mentionner les embouteillages.
Mais ça prend du Et temps, la il ressource n'y en a pas temporaire. plus qu'à Bucarest. Hein, Oui, c'est vrai, mais il y a assez d'embouteillage pour notre ville et ça prend beaucoup de temps. Il y a donc Chisinau fait Pont-Neuf, comme vous l'avez bien remarqué. Mais il y a quand même une disparité entre les quartiers. Peut-être que c'est l'histoire ou le destin de chaque capitale et c'est surtout le centre. Mais il y a les quartiers et puis la banlieue qui aurait besoin de faire Pont-Neuf aussi. Et ce que j'aime en casquette très personnelle, j'aime le quartier de Buyucan, voilà, les musées, les vallées. Là où nous nous trouvons. Oui, c'est vrai. Et bien les zones piétonales, puisque ça donne, voilà. Je crois que les zones piétonales, c'est juste pour faire un exercice d'optimisme, comme vous venez de dire. Parce que quand je regarde, par exemple, Valle Morilor, c'est un parc où l'on peut courir, faire du jogging, faire des promenades. Et là, je crois que c'est un exercice pratique d'optimisme, puisque quand les personnes font du sport, quand quelqu'un court, quand il y a des petites promenades en famille, on discute, quoi que ce soit le sujet, mais on débat quelque chose, on parle. Alors, ça c'est bien pour la santé, pour le mental, dont on vient pour garder le moral, pour monter le moral. Et je suis totalement d'accord que l'optimisme peut être la meilleure recette, puisque les discours optimistiques, même les discours depuis Londres de Charles de Gaulle, ont gagné la guerre et ont fait le peuple français résister. C'est-à-dire même pendant les guerres, quand il y a un discours, ça peut aider. Et pour nous, les discours de la part des universitaires, des journalistes, de bons journalistes, comme par exemple Nata Albot qui est ici présente et que je la suis sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire parce que vous avez dit qu'on clôture là, parce que Chisinau, c'est aussi offline et online. Ce sont les rues, mais c'est aussi les médias qu'on écoute et qu'on visite, et tous les médias sont là. Et pour garder cet optimisme, il faut entrer dans le même dialogue et faire partie de cette communauté qui se parle et qui s'écoute. Parce qu'il y a encore un problème d'écoute dans notre monde très agité. Nata Albot, votre Chisinau, pourquoi vous l'aimez? Chisinau, c'est comme ma famille. On l'aime sans condition. J'étais née ici, mais je vais mentir si je dis que je l'aime sans condition, parce que Chisinau a beaucoup de problèmes. Il faut les parler, parce que au moment quand on va inviter les gens dehors de nous visiter, je veux qu'ils aient une meilleure expérience dans ma ville. Et je suis inquiétée. Mais en même temps, je veux parler de bonnes choses. Premièrement, Chisinau est une ville très verte. On a beaucoup d'arbres. Et très haut. Vous savez, la différence, moi je vous coupe, la différence. Vous avez des arbres très hauts. À Bucarest, nous avons des arbres, mais ils ne sont pas aussi hauts. Alors peut-être au parc Erastrau, mais sinon, en plein centre-ville, vous avez des Les arbres. Parcs sont bien modernisés. Nous avons beaucoup de marchés des artisanales, des gens qui viennent pour vendre leurs produits. Nous avons une vie culturelle extraordinaire. Nous avons beaucoup de théâtres, beaucoup de concerts, beaucoup d'événements, expositions. Ce que j'aime à Chisinau est de voir mes amis. J'aime Chisinau pour mon communauté. Mais en général, je préfère chaque fin de semaine de le quitter. Et ça me prend beaucoup d'efforts de décider de revenir. Et c'est à cause d'embouteillage. Il nous manque ici un bon air frais et de bonne qualité. Nous avons des problèmes avec les déchets. Nous avons des problèmes avec la mobilité urbaine. On veut avoir plus de bicyclettes, plus de gens qui juste se promènent. Et nous avons une offre gastronomique extraordinaire à Chisinau. J'aime. Et à propos des Roumains, on les invite
pour découvrir la bonne gastronomie de Chisinau. C'est parfait, on va terminer là-dessus, sur la bonne gastronomie et votre vin. Le message est lancé. Merci d'avoir bien voulu terminer sur cette note positive. Karolina Dodusavka, Nata Albot, ça a été un grand plaisir. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour le micro du soir depuis Chisinau. Je vous souhaite un agréable week-end. Week-end Plakout. À bientôt. Au revoir.